Les premières lueurs de l'aube se faufilent sur les pics déchiquetés des Rocheuses, répandant leur pâle lueur sur un royaume pris au piège des glaces. La neige enveloppe le paysage en silence, étouffant chaque surface d'un blanc si pur qu'il aveugle les yeux. De vastes forêts se dressent, figées, leurs branches figées en sculptures de cristal. Des rivières glacées sont captives sous d'épaisses couches de givre, leurs courants autrefois rugissants réduisent à de ténus murmures sous la glace. Sous ce silence glacial, la vie s'éveille. Un hurlement solitaire brise l'aube, résonnant à travers la vallée telle une trompette fantomatique. Quelque part au cœur de la lisière des arbres, un loup déclare sa présence à ses rivaux comme à ses proches. Quelques instants plus tard, un corbeau répond par un croassement guttural, ses ailes noires découpant le ciel pâle. Le silence est encore rompu lorsque le grondement des sabots fracasse la terre gelée. Un troupeau d'élans surgit des congères, la neige giclant en arcs scintillants tandis qu'ils avancent. Le décor est planté pour une lutte aussi vieille que le monde. Ici, l'hiver n'est pas seulement froid, il est impitoyable, un prédateur à part entière. Les températures chutent jusqu'à moins 40 degrés. Le vent brise fourrures et plumes, et la neige peut ensevelir les plus faibles sans prévenir. Chaque créature qui ose survivre doit combattre non seulement ses ennemis, mais la saison elle-même. Pour les prédateurs, c'est à la fois une opportunité et un danger. La meute de loups, maigres et affamés, scrute l'horizon à la recherche d'une faiblesse chez le troupeau d'élans. Pour eux, la neige est une alliée, ralentissant leur proie jusqu'à l'épuisement. Pourtant, la faim est implacable, et chaque poursuite ratée gaspille une énergie précieuse, impossible à récupérer dans ce désert gelé. Pour la proie, chaque jour est un défi de survie. L'élan, au bois émoussé par le rut automnal, doit désormais utiliser sa force non pas pour dominer, mais pour s'échapper. Les bisons, géants drapés dans un épais manteau de givre, baissent leurs têtes massives pour balayer la neige à la recherche d'herbes enfouies. Leur endurance est inégalée, et pourtant, même les titans vacillent dans un hiver qui met à rude épreuve les limites de la chair et des os. Au-dessus d'eux, le ciel garde ses sentinelles. Les corbeaux, toujours aux aguets, suivent les traces des loups, sachant qu'une proie leur rapportera bientôt assez de miettes pour survivre à une autre tempête. Les aigles royaux se perchent haut sur les falaises sculptées par le vent, leurs regards perçants scrutant les moindres faiblesses en contrebas. Chaque battement de cœur, chaque respiration est mesurée à l'aune de la main impitoyable de la saison. Ici, la survie n'est jamais garantie. Elle se gagne, se vole, se gagne, instant après instant, heure après heure. Dans l'impitoyable théâtre de Yellowstone, la seule certitude est la lutte. Les montagnes se dressent, témoins silencieux de cette guerre éternelle. Les rivières coulent invisibles, enfermées sous la glace. Les forêts attendent, enveloppées de givre, détenant les secrets de la vie et de la mort sous leur canopée gelée. Et ainsi commence l'épreuve sans fin. Bienvenue à Yellowstone, où l'hiver n'est pas une saison, mais une épreuve de glace. Dans les vallées glacées de Yellowstone, le silence de la neige est rarement permanent. Il est rompu par la quête de la vie et l'inéluctabilité de la mort. Ici, chaque ombre qui se déplace dans le givre appartient soit au chasseur, soit à la proie. Les loups, prédateurs les plus emblématiques de Yellowstone, patrouillent les congères en formation disciplinée. Leurs pattes s'enfoncent dans la poudreuse avec une précision silencieuse, leurs corps se déplaçant à l'unisson tels des ombres cousues dans la neige. Ce ne sont pas des vagabonds sans but. Leurs yeux jaunes scrutent l'horizon, toujours à la recherche de la faiblesse au sein des troupeaux. Un wapiti boiteux, un bison vieillissant, un petit s'éloignant trop de sa mère, ce sont des opportunités fugaces et vitales. La survie de la meute en dépend. Mais les loups ne sont pas seuls dans cette chasse glacée. Les coyotes, plus petits mais tout aussi rusés, observent depuis la périphérie. Ils n'ont pas la force de défier les bisons ou les wapitis, mais leur patience est leur meilleure arme. Là où les loups abattent des géants, les coyotes héritent des restes.
Et lorsque la neige ensevelit les prairies et affame les terres, les coyotes se tournent vers les lapins, les campagnols et les faons d'antilopes d'Amérique, des proies qui exigent agilité plutôt que force. Et puis, il y a le couguar, fantôme des forêts de Yellowstone. Contrairement au loup ou au coyote, il ne signale pas sa présence. Il attend, enveloppé par la densité des pins et la pénombre du crépuscule. Sa force ne réside pas dans la meute, mais dans le silence et la patience. Un seul bond, une explosion de muscles, et un cerf s'effondre dans la neige. Tandis que les loups le poursuivent, le couguar tend des embuscades. 2 stratégies différentes, un seul but, survivre. Et ainsi, la proie doit endurer un siège sans fin. Les wapitis, chassés des hautes altitudes par la neige épaisse, se rassemblent dans les vallées plus basses. Leurs troupeaux se déplacent avec prudence, leurs sabots perçant la croûte de glace à chaque pas. Pour eux, les loups sont une ombre constante. Un seul instant d'hésitation, un faux pas dans les congères, et la meute frappe avec une efficacité brutale. Les bisons, blindés par leur épaisse fourrure et leur force brute, semblent intouchables à première vue. Ils balancent leur tête cornue pour disperser la neige, révélant des herbes cassantes enfouies en dessous. Mais les prédateurs savent faire preuve de patience. Même les titans faiblissent sous des semaines de disette, et un seul vieux mâle, ralenti par le froid, peut offrir un festin qui nourrit loups, coyotes et charognards. L'antilope d'Amérique, agile même en hiver, fait face à un défi différent. Sa vitesse est inégalée en plaine, mais la neige épaisse la prive de ce don. Lorsque les tempêtes les poussent dans les vallées, leurs pattes s'enfoncent et les chasseurs se rapprochent. Leur survie ne repose pas sur le combat, mais sur la distance. Et la distance est un luxe que l'hiver de Yellowstone leur accorde rarement. C'est le paradoxe de Yellowstone. Les prédateurs ne prospèrent que si leurs proies survivent. Trop de pertes, et les chasseurs meurent de faim. Trop peu, et les troupeaux s'effondrent. C'est un équilibre fragile, gravé dans les empreintes de pattes et de sabots sur le sol gelé. Yellowstone, terre forgée par le feu et sculptée par la glace, prend une toute autre dimension lorsque l'hiver s'installe. S'étendant sur près de 9000 km², c'est une vaste étendue sauvage de contrastes. Des geysers fumants jaillissent au mépris du gel, d'immenses forêts de pins et de sapins enfouis sous la neige, et de vastes vallées où les rivières sont emprisonnées sous des couches de glace vitreuse. La géographie elle-même dicte la survie. Des sommets imposants canalisent les tempêtes, déclenchant des blizzards capables d'ensevelir un troupeau entier du jour au lendemain. Les vallées, bien que larges et ouvertes, agissent comme des pièges naturels. Les vents les balayent, laissant les proies exposées tandis que les prédateurs se tapissent dans l'ombre. Les forêts offrent un refuge, mais même là, la neige s'accumule sur les branches, les pliant sous son poids et dissimulant le danger dans les sous-bois. Chaque recoin de cet écosystème offre à la fois des opportunités et des risques, un abri et un piège. Et puis, il y a l'eau. Les rivières et les lacs de Yellowstone, habituellement vitaux pour d'innombrables espèces, se transforment en artères gelées pendant une grande partie de la saison. Sous la glace, truites fardées et autres poissons poursuivent leur vie secrète, invisibles aux yeux des animaux du dessus. Pour les loutres et les castors, ces cours d'eau restent une source de subsistance, mais seulement grâce à des adaptations remarquables et des efforts incessants. Ailleurs, geysers et sources chaudes percent l'étendue gelée de chaleur, créant d'étranges oasis de vapeur et de verdure. Les bisons se blottissent près des bassins thermaux, broutant des herbes qui autrement seraient confinées jusqu'au printemps. Ces îlots de chaleur sont de rares sanctuaires dans un royaume dominé par le froid. Le climat ici est impitoyable. Les nuits peuvent descendre jusqu'à -40 degrés, une température qui brûle les poumons et glace la peau exposée en quelques instants. Les tempêtes déferlent sur le pays telles des avalanches blanches, réduisant la visibilité à néant et désorientant même les animaux les plus robustes. La neige, à la fois belle et brutale, devient à la fois une couverture et une barrière,
protégeant les petites créatures sous sa croûte tout en épuisant les grandes bêtes contraintes de patauger dans ses profondeurs. Pour ceux qui endurent, chaque adaptation est mise à l'épreuve. Leur épais manteau d'hiver s'alourdit avec le gel, leur réserve de graisse s'épuise de jour en jour et l'instinct fait la différence entre survie et silence. Les animaux de Yellowstone sont façonnés par se creuser. Certains migrent vers des terres plus douces, d'autres s'enfouissent profondément et attendent, et beaucoup restent pour affronter la tempête de front. Chaque stratégie est un pari contre le temps et la température. Pourtant, malgré toute sa cruauté, l'hiver ici n'est pas seulement destructeur. C'est un sculpteur, sculptant le caractère de chaque espèce, rappelant à chacune ses limites et garantissant que seuls les plus résilients survivent. Cette saison ne se subit pas simplement, elle se survit par la force, la ruse ou le sacrifice. Le décor est planté, la neige recouvre les vallées, la vapeur s'élève avec défiance des geysers, les rivières gémissent sous leur armure glacée et les forêts se figent. Témoins silencieux du spectacle. Dans ce royaume gelé, chaque espèce doit s'adapter ou périr. Ils se déplacent tels des ombres sur l'horizon blanc, silhouettes imposantes surgissant des plaines enneigées. Derniers grands géants d'Amérique, les bisons de Yellowstone se dressent tels des monuments vivants de la survie. En hiver, leur endurance devient légendaire. Un troupeau se rassemble dans la vallée de Lamar, l'air froid s'épaississant de leurs narines. Le givre s'accroche à leur pelage hirsute, transformant leur silhouette déjà imposante en silhouette fantomatique. Chaque pas est laborieux, leurs sabots crissant à travers les couches de glace. Là où la neige s'accumule le plus, ils baissent leur tête massive, les balançant d'un côté à l'autre comme des chasse-neige vivants. Sous la croûte gelée se cachent des herbes, ces minces lignes de vie qui les soutiennent pendant les interminables mois d'hiver. C'est un rituel profondément ancré dans leur nature. Depuis des millénaires, les bisons affrontent ces épreuves, leur survie étant liée au rythme des saisons. Ils sont faits pour le froid, une peau épaisse recouverte de laine isolante, des muscles puissants et des réserves de graisse, et une résilience inégalée par la plupart des mammifères du continent. Pourtant, même les titans ont des limites. Le troupeau n'est jamais totalement à l'abri. Depuis les crêtes, les prédateurs observent avec patience. Les loups connaissent bien la force d'un bison. Un seul mâle peut peser plus d'1 tonne. Trop dangereux pour être affronté à la légère, même par une meute. Mais les prédateurs ne recherchent pas l'effort. Ils guettent la faiblesse. Un veau qui s'attarde aux abords, une femelle ralentie par la faim, ou un vieux mâle dont les côtes commencent à apparaître sous sa fourrure, voilà les failles que la nature exploite. Lorsque les loups descendent, la neige elle-même devient un champ de bataille. Les bisons se serrent les uns contre les autres, formant un mur de cornes et de muscles. Les mères protègent leurs petits, baissant la tête pour repousser tout prédateur qui ose les défier. Les loups tournent en rond, scrutant les hésitations. Un instant de panique, une brèche dans la formation, et la meute bondit en avant. Mais souvent, les géants tiennent bon, et les prédateurs battent en retraite, conservant leur force pour un autre jour. Pourtant, la fin hivernale est implacable, et toutes les batailles ne se terminent pas par une impasse. Quelque part, dans une vallée, un vieux mâle s'effondre sous le poids du gel et de la famine. Les loups se rapprochent, leurs hurlements résonnant à travers les arbres, et l'équilibre de Yellowstone est préservé. Pour les loups, c'est la vie. Pour les charognards qui les suivent, les coyotes, les corbeaux, les aigles, c'est le salut. Même dans la mort, le bison soutient toute une chaîne de survivants. Pourtant, le troupeau poursuit son chemin, ses mouvements lents mais réguliers, se frayant un chemin à travers les congères qui serviront plus tard à d'autres créatures. Ce ne sont pas de simples bêtes de somme, ce sont les architectes de l'écosystème, façonnant la terre par leur passage et nourrissant la vie par leur sacrifice. Contre les blizzards, contre les prédateurs, contre le poids même de l'hiver, les bisons résistent.
ce sont les titans du froid. Gardiens des plaines gelées de Yellowstone, preuve vivante que la survie n'est pas toujours une question de rapidité ou de ruse, mais d'endurance pure et dure. Des crêtes surplombant les vallées gelées, des silhouettes émergent. Des corps élancés et fauves se déplacent à l'unisson, s'engageant prudemment sur d'étroits sentiers creusés dans la neige. Ce sont les wapitis de Yellowstone, l'un des habitants les plus nombreux et les plus chassés du parc. À mesure que la neige s'épaissit dans les hautes terres, les troupeaux abandonnent leur pâturage d'été et descendent dans les vallées. Ici, l'herbe est enfouie, mais accessible, et la terre, bien qu'exposée, offre au moins une chance de survie. Pourtant, à chaque pas dans les plaines, les wapitis pénètrent dans les territoires de chasse des loups de Yellowstone. Les cerfs, autrefois rois de l'automne, portent aujourd'hui les stigmates de leur gloire. Quelques semaines plus tôt, leurs clairons envoûtants résonnaient dans les prairies et leurs bois s'affrontaient pour la domination. Le rut exigeait tout, énergie, graisse, force. Et maintenant, avec la neige qui s'épaissit autour d'eux, ils ne sont plus que l'ombre d'eux-mêmes. Leur bois, imposante couronne d'os, demeure tel de lourds fardeaux. Leur corps, décharné par l'épuisement, se déplace plus lentement que les autres. Dans le rude calcul de l'hiver, ces fiers cerfs ne sont plus les maîtres, mais les plus vulnérables de tous. Le troupeau perçoit le danger au moindre bruit. Un craquement de glace sur la berge, le croassement lointain d'un corbeau, le souffle soudain du vent. Chacun de ces bruits pourrait annoncer la présence de prédateurs. Les loups sont des chasseurs patients et les wapitis sont leur proie favorite. Depuis la lisière des arbres, des yeux perçants, jaunes et fixes, observent. Lorsque la poursuite commence, la terre elle-même devient complice. Les wapitis tentent de traverser les rivières gelées à toute vitesse, mais leurs sabots glissent impuissants sur la surface glacée. La neige, lourde et inflexible, freine leur vitesse. Les loups, au contraire, glissent à grandes enjambées assurées, leurs pattes conçues pour répartir le poids sur la croûte. Pas à pas, l'avantage change. Le troupeau se rassemble, regroupant les veaux et les membres les plus faibles vers le centre. Les femelles les plus fortes ouvrent la voie, leurs mouvements sont décisifs et urgents, mais les loups sont implacables. Ils se déploient, tournent en rond, harcelant les lisières. Un seul wapiti qui s'éloigne trop, un simple faux pas sur la glace, peut décider de l'issue de la poursuite. Parfois, le troupeau s'échappe. Les loups battent en retraite, queue basse, conservant le peu de force que leur laisse la faim. D'autres fois, les prédateurs y parviennent, entraînant au sol un cerf chancelant ou une vache épuisée. À ces moments-là, la vallée résonne de bruit, loups qui grondent, corbeaux qui coassent, proies qui se débattent désespérément jusqu'à ce que le silence revienne. Mais même mort, l'élan maintient la vie. Son corps nourrit non seulement les loups, mais aussi les coyotes, les renards, les aigles et la terre gelée elle-même, où rien n'est gaspillé. Le cycle se poursuit, impitoyable mais nécessaire. Pour l'élan, l'hiver n'est pas seulement une saison de famine, c'est un défi de poursuite constante. Chaque jour survécu est une victoire, chaque nuit endurée un pari contre toute attente. Et à mesure que le froid s'intensifie, que les tempêtes recouvrent les vallées et que les rivières gèlent plus fort, les chasseurs reviendront, toujours vigilants, toujours patients. Ils surgissent tels des fantômes de la cime des arbres, leurs corps gris et élancés se fondant harmonieusement dans la neige. Leurs yeux brillent d'une lueur ambrée dans la lumière pâle, leurs oreilles dressées vers l'avant, leur nez levé à l'affût de l'odeur de leur proie. Les loups de Yellowstone se déplacent avec détermination, chacun de leurs pas étant délibéré. Dans ce royaume glacé, ils sont à la fois craints et admirés, maîtres de la stratégie, de l'unité et d'une persévérance sans faille. Pour les loups, la neige n'est pas une ennemie, mais une alliée. Leurs larges pattes s'étendent à la surface, leur permettant de glisser là où les wapitis et les cerfs s'enfoncent impuissants. Chaque poursuite est une épreuve d'endurance, une bataille non pas de vitesse mais de résistance. Ils savent que s'ils parviennent à maintenir leur proie en mouvement suffisamment longtemps, l'épuisement fera le travail des dents et des griffes. Une chasse commence par la patience. La meute se disperse, s'étalant dans la vallée comme des ombres, testant la faiblesse du troupeau.
Les élans se dispersent, mais les loups ne se laissent pas tromper par les plus forts. Ils sondent les lisières, guettant un faux pas dans la neige, un faon qui traîne, le souffle haletant d'un cerf. Dès qu'une hésitation se manifeste, l'attaque commence. La poursuite éclate avec une violence soudaine. La neige explose sous les sabots, la fumée s'échappe du troupeau tandis que la panique s'installe. Les loups se relèvent pour poursuivre, un groupe poussant la proie vers l'avant, les autres l'encerclant pour lui couper la fuite. Leur coordination est muette, un langage muet, écrit par l'instinct et perfectionné au fil des générations. Un cerf, décharné par le rut automnal, vacille au bord d'une rivière gelée. Ses sabots glissent sur la surface glissante, l'équilibre perdu. En un instant, les loups se rapprochent. L'un lui serre le flanc, l'autre se jette à la gorge. La lutte est brutale, désespérée, mais brève. Alors que le cerf s'effondre dans la neige, le silence s'installe, seulement rompu par les hurlements victorieux de la meute qui résonnent dans la vallée. Mais l'histoire des loups ne se résume pas à la mise à mort. Elle parle du lien qui rend la survie possible. Près de la carcasse, le couple alpha se nourrit en premier, sa domination assurant l'ordre. Peu après, le reste de la meute se rassemble et s'attaque à la proie avec urgence. Les petits, protégés par la chaleur du groupe, reçoivent les restes. Même les loups les moins bien lotis finissent par être nourris, car une mise à mort n'est pas seulement une source de subsistance, c'est une vie partagée. Durant les longues nuits d'hiver, les loups se serrent les uns contre les autres, profitant de leur chaleur collective pour supporter le froid glacial. Leurs hurlements traversent les champs de neige, les unissant, signalant leur présence à leurs rivaux et rappelant à la nature sauvage que Yellowstone leur appartient toujours. L'union fait leur force. La stratégie est leur arme. Sans l'autre, ils vacilleraient, car les prédateurs solitaires ont peu de chances de survivre sur cette terre gelée. Mais ensemble, ils résistent, prospèrent là où d'autres périssent. Au milieu de la blancheur immaculée de l'hiver de Yellowstone, une ombre plus petite glisse sur la neige. Moins massive que le loup, ni aussi redoutée que le couguar, mais tout aussi intelligente. Le coyote, mince, nerveux et ingénieux, se ferait un chemin dans les fissures laissées par les autres. Là où les loups chargent avec puissance et où les wapitis grondent en troupeau, le coyote se nourrit de subtilité. Opportuniste par nature, il patrouille aux confins du territoire des loups, l'oreille tendue à l'affût du bruit d'une proie. Leurs sens aiguisés peuvent détecter l'odeur du sang dans le vent à des kilomètres. Attirés par la promesse d'un repas facile, ils trottent sur la neige, queue basse, les yeux brillants. Mais Yellowstone n'est pas tendre avec les opportunistes. Voler des dépouilles aux loups, c'est flirter avec la mort. Les meutes ne partagent pas de bon gré. Un coyote qui ose voler des restes risque d'être poursuivi, voire déchiqueté. Et pourtant, ils reviennent sans cesse, car le jeu en vaut la chandelle. Les loups abattent un wapiti dans un accès de frénésie, la neige tachée de rouge. Une fois la meute nourrie, ils se retirent pour se reposer, ne laissant que peu de choses derrière eux, mais un peu suffit. Les coyotes s'infiltrent, rapides comme des fantômes, arrachant tendons, rongeant os, saisissant les fragments restants. C'est une vie de patience, de timing et d'audace. Mais la chasse n'est pas leur seule astuce. Les coyotes sont aussi des chasseurs, maîtres du petit gibier qui creuse sous la neige de Yellowstone. Observez attentivement en hiver, et vous pourriez en voir un s'immobiliser, les oreilles pivotant comme des antennes paraboliques. Sous la poudreuse, un campagnol se précipite, caché et en sécurité, du moins le croit-il. Le coyote penche la tête, calculateur. Soudain, il bondit haut dans les airs, plongeant le nez en avant dans la neige. Avec une précision déconcertante, il surgit victorieux, sa proie pendant à ses mâchoires. Ses acrobaties sont plus que de la survie, c'est un art, perfectionné au fil des siècles. Alors que les loups ont besoin de troupeaux et que les cougars rôdent dans les forêts, le coyote survit grâce à son adaptabilité infinie. Les tempêtes de neige, les blizzards et même le froid intense des nuits à moins 40 degrés Celsius ne peuvent ébranler sa détermination. Pourtant, Yellowstone est toujours hiérarchisé. Les coyotes vivent à la merci de prédateurs plus grands. Les loups les tuent dès qu'ils franchissent les limites de leur territoire.
les cougars les prennent en embuscade s'ils sont pris au dépourvu. Même les aigles royaux fondent sur leurs petits. Et pourtant, le coyote résiste. Il plie, mais ne rompt jamais. Leur ruse réside également dans la coopération. Bien qu'ils ne soient pas aussi étroitement liés que les loups, les coyotes forment des couples ou de petits groupes familiaux, chassant ensemble lorsque cela est possible. En hiver, ce travail d'équipe augmente leurs chances de survie, débusquant des lièvres, chassant des lapins ou protégeant leur tanière. Si l'un faiblit, un autre intervient. Certains les appellent des filous, d'autres des survivants. En réalité, ils sont les deux. Pour survivre à l'hiver de Yellowstone, il faut s'adapter au rôle que le moment exige. Charognard, chasseur, voleur ou fantôme. Et dans ce paysage brutal, la polyvalence est souvent l'arme la plus redoutable. Si le loup est le guerrier de l'hiver de Yellowstone, le cougar en est l'assassin. Rarement aperçu, presque jamais entendu, ce grand félin existe tel un murmure parmi les arbres. En rencontrer un, c'est frôler le mystère lui-même. L'hiver à Yellowstone évoque bien des fantômes. La neige enveloppe les vallées de silence, dissimulant les traces et atténuant les bruits. C'est le domaine du cougar. Contrairement au loup, qui compte sur le nombre et des tactiques coordonnées, le cougar est une ombre solitaire. Il se déplace dans les forêts gelées avec la grâce du silence. Chaque pas étant précis, délibéré, presque répété. Ses yeux ambrés percent l'obscurité comme des braises jumelles, scrutant la moindre faiblesse. Contrairement aux coyotes qui se précipitent ou aux loups qui les poursuivent, les cougars ne poursuivent pas à travers la toundra. Ils attendent, ils planifient, ils tendent des embuscades. Le cerf longe nerveusement une crête enneigée, la poudreuse crissant doucement sous ses sabots fragiles. Au-dessus, sur un rocher enveloppé de givre, un cougar gît immobile, les muscles contractés comme des ressorts sous son pelage fauve. Le souffle régulier, mesuré. Des heures peuvent s'écouler ainsi, la neige tombant, le vent sifflant dans les pins, jusqu'à ce que le moment arrive. Le cerf hésite. Ce seul frémissement suffit. D'un bond explosif, le cougar s'abat. La neige jaillit comme du verre brisé. L'impact est silencieux comparé au chaos d'une chasse au loup. Pas de hurlements, pas de coordination de meute. Seulement l'efficacité brute et brutale d'un prédateur contre une proie. Une morsure suffocante au cou, rapide et décisive. Le temps que la forêt réalise ce qui s'est passé, c'est déjà fini. Ce style de chasse est à la fois le don et le fléau du cougar. Contrairement aux loups, qui peuvent abattre de grands wapitis en travaillant en équipe, les cougars doivent tout miser sur la surprise et la précision. La neige profonde peut les aider à ralentir leur proie. Mais elle peut aussi les gêner, transformant chaque traque en une épreuve d'endurance. Si l'attaque échoue, il n'y a plus de meute sur laquelle se replier, seulement la faim et l'épuisement. Pourtant, les cougars sont des maîtres adaptables. Ils ciblent le plus souvent le cerf mulet, mais s'attaquent aussi aux wapitis, aux mouflons d'Amérique, voire même occasionnellement aux coyotes, si le désespoir les y pousse. Ils ne dévorent pas leurs proies avec frénésie. Au contraire, le cougar traîne sa proie dans un endroit caché, sous des troncs d'arbres, dans des fourrés ou sous la neige. Il y revient nuit après nuit, se nourrissant lentement et prudemment. Ce secret est une question de survie. Car à Yellowstone, même le fantôme des Rocheuses n'est pas intouchable. Les loups volent les proies qu'ils trouvent. Et les charognards de toutes sortes, corbeaux, coyotes, et même les ours lorsqu'ils s'agitent, guettent la moindre occasion. Le cougar, malgré sa force, reste une figure solitaire dans un pays dominé par le nombre. Ce qui rend le cougar si fascinant, c'est non seulement sa puissance, mais aussi son invisibilité. Les touristes peuvent passer leur vie à explorer Yellowstone sans jamais en apercevoir un. Un léger mouvement sur une crête, une ombre se glissant entre des branches enneigées, voilà peut-être le seul signe. Et pourtant, sa présence façonne l'écosystème autant que le bison, le wapiti ou le loup. Au-dessus des vastes étendues glacées de Yellowstone, où les champs de neige s'étendent à perte de vue sur des kilomètres, 2 survivants ailés revendiquent leur place dans la lutte hivernale. Les corbeaux et les aigles, créatures du ciel, vivent d'ombre, suivant le destin des autres. Ils ne conquièrent pas par les dents ou les griffes,
Ils survivent en observant, en attendant et en fondant sur la mort lorsque celle-ci laisse son butin. Le corbeau arrive en premier, silhouette sombre sur fond d'un blanc aveuglant, ses ailes découpant le ciel gris comme des traits d'encre sur une toile. Intelligents, rusés et toujours présents, les corbeaux sont les opportunistes de l'hiver de Yellowstone. Ils n'ont pas besoin de chasser les bisons ou de coincer les wapitis. Au lieu de cela, ils suivent les loups. Lorsqu'une meute parvient à abattre un wapiti chancelant, les corbeaux arrivent presque instantanément, comme appelés par l'instinct ou par un pacte ancestral. Leur croassement résonne dans la vallée gelée, aigu et inflexible, annonçant à tous « un festin les attend ». Sur la carcasse, ils n'hésitent pas. Leur bec martèle la chair gelée, déchirant des lambeaux de viande. Mais leur véritable génie réside dans la persévérance. Un corbeau se tient sur la cage thoracique de la proie d'un loup, tirant sur les tendons jusqu'à ce que même les fibres les plus tenaces cèdent. Certains apprennent à se rouler dans la neige, essuyant le sang de leurs plumes pour rester au chaud et propre. Et lorsque les loups se fatiguent ou s'éloignent, les corbeaux s'emparent de ce qui reste. Leurs silhouettes noires se dispersant sur la neige comme de l'encre renversée. Au-dessus d'eux, un autre maître de l'hiver, l'aigle, tourne en rond, avec une envergure plus grande que les bras tendus d'un homme. L'aigle royal et le pigargue à tête blanche planent en silence, leurs yeux perçants scrutant la vallée en contrebas. Ils ne gaspillent pas leur énergie, ils ne frappent que si les chances sont certaines. Lorsqu'ils descendent, c'est rapide, précis, une vague de puissance se détachant sur le blanc de la neige. Les aigles, eux aussi, traquent les loups. Ils attendent leur heure, perchés sur des arbres squelettiques, observant de loin le combat se dérouler. Quand les loups se dispersent, quand les coyotes battent en retraite, l'aigle tombe du ciel. Ses serres frappant les restes gelés avec une force qui ne laisse aucun doute sur celui qui règne désormais sur la carcasse. Même le corbeau le plus audacieux sait quand s'effacer. Pourtant, les corbeaux ne se laissent pas décourager. Ils travaillent en groupe. Tandis qu'un aigle se nourrit, une douzaine de corbeaux descendent, s'élançant, harcelant, tirant, distrayant. L'un attrape un tendon lâche et s'enfuit, un autre tire sur un flanc exposé, tandis que l'aigle, frustré, frappe de ses serres. C'est un combat d'intelligence contre la force, et si l'aigle l'emporte souvent, les corbeaux prennent toujours leur part. Ensemble, ces charognards aériens incarnent la sagesse impitoyable de Yellowstone. La survie n'est pas seulement une question de force, mais aussi de timing, de patience et de capacité à saisir chaque occasion. Ils sont les observateurs dans le ciel froid, les sombres messagers de l'hiver. Dans un pays où les loups chassent les wapitis, où les bisons percent la neige, où les cougars attendent en silence, les corbeaux et les aigles nous rappellent que même la mort nourrit la vie, et dans le théâtre glacé de Yellowstone, rien n'est jamais gaspillé. Le silence hivernal de Yellowstone est rompu par le léger craquement des pattes sur la neige verglacée. Un renard roux émerge de la lisière des arbres, son pelage flamboyant comme une torche sur le blanc infini. Seul, il traverse l'étendue gelée avec une grâce fluide, oreilles frétillantes, museau baissé, tous ses sens en éveil pour la chasse. Contrairement aux loups ou aux cougars, ce prédateur ne poursuit pas les troupeaux ni ne traque les géants. Sa proie est cachée, enfouie sous des couches de neige et de givre. Rongeurs, campagnols et souris, de minuscules créatures qui survivent péniblement dans le monde subnival. Et pourtant, pour le renard, ces créatures sont vitales, le carburant de son endurance dans un monde où la faim est un compagnon constant. Le renard s'arrête, la tête penchée, les oreilles dressées. Il écoute. Sous la neige, de faibles vibrations se propagent vers le haut, le son d'un campagnol grattant son tunnel gelé. Le renard se fige, le corps tendu comme une corde d'arc. Ses oreilles triangulent la source, s'ajustant très légèrement pour localiser le mouvement. Puis, en un battement de cœur, l'acrobate prend son envol. Il s'élance vers le ciel, se cambrant avec une élégance qui défie la rigueur de l'hiver.
L'espace d'un instant, le temps s'arrête, le renard se découpant en silhouette sur le ciel pâle. Puis il plonge, le nez en avant, disparaissant dans la neige dans une explosion de poudreuse. Ce plongeon est emblématique, presque théâtral, un parfait mélange d'instinct et de précision. Parfois, c'est la réussite. Le renard fait surface, une souris se tortillant dans ses mâchoires, la fumée s'échappant de sa proie fraîche. D'autres fois, c'est l'échec. Il émerge la bouche vide, secouant la neige de son museau, pour ensuite poursuivre sa route, imperturbable et patient. En hiver, la persévérance est la véritable marque de la survie. Les renards de Yellowstone ne sont pas de simples chasseurs. Ils participent au ballet silencieux de la nature. Ils répètent cette danse d'innombrables fois par jour, chaque saut étant un pari risqué entre la nourriture et la famine. Leur corps est fait pour cela. Une ouïe fine leur permet de détecter leur proie sous la neige, de puissantes pattes arrière enroulées comme des ressorts et une capacité étonnante à orienter leur piquet presque parfaitement vers le nord, guidés peut-être par le champ magnétique terrestre. Pourtant, cette maîtrise comporte des risques. La neige profonde peut cacher des dangers. Les coyotes rôdent, impatients de voler la proie d'un renard. Les aigles fondent sans prévenir. Même les loups, bien que beaucoup plus préoccupés par les wapitis et les bisons, n'hésiteront pas à abattre un renard qui s'approche trop près. Là où la plupart des animaux redoutent les rivières gelées de Yellowstone, un animal les accueille avec joie. La loutre de rivière. Pour elle, les cours d'eau gelés ne sont pas une prison, mais un véritable terrain de jeu. La Seine s'ouvre sur une large vallée enneigée. La rivière serpente à travers elle, recouverte d'une glace cassante, à l'exception de quelques nappes d'eau vive alimentées par des sources cachées. Le long des berges, de petites silhouettes trottinent et glissent, leur fourrure brune scintillant sur le blanc. Les loutres sont là. Avec leurs corps élancés et leur pelage dense et imperméable, les loutres incarnent la définition même de l'adaptabilité. Là où les wapitis peinent à trouver de la nourriture et où les loups dépensent une énergie précieuse à la chasse, les loutres glissent avec aisance dans les rivières glacées. Elles se glissent sous la surface où la vie continue malgré l'étouffement hivernal. Des bancs de truites filent sous la glace, inconscients des ombres qui les surplombent. En un éclair, la loutre plonge, se tortillant comme un ruban dans l'eau. Quelques secondes plus tard, elle refait surface, un poisson serré dans ses mâchoires. Mais leur survie n'est pas leur seule histoire. Contrairement à la plupart des hivernants de Yellowstone, les loutres sont pleines de joie. Après s'être nourries, elles bondissent sur la neige, glissant délibérément sur le ventre sur les pentes glacées, comme des enfants qui jouent. Elles remontent sans cesse, pour ensuite se lancer dans une nouvelle glissade. Leurs cris joyeux résonnent sur les parois de la vallée. Un rare rire en cette saison de silence. Pourtant, leur monde n'est pas exempt de difficultés. La glace scelle une grande partie de la surface de la rivière, obligeant les loutres à mémoriser l'emplacement des trous d'air et des mares. Si ceux-ci gèlent, leur survie est coupée. Elles doivent également rester vigilantes. Si les loups les ciblent rarement, un aigle affamé peut fondre sur elles si un petit s'éloigne trop. Pour le castor, la survie n'est pas un pari sur la force ou la vitesse. C'est la récompense de la prévoyance, de la planification et d'une vie de génie en ingénierie. Caché sous les surfaces gelées des cours d'eau de Yellowstone se trouve un monde conçu pour la survie. Un pavillon en forme de dôme s'élève au bord de la rivière, ses murs épais de boue et de branches durcies par le gel. De l'extérieur, il ne ressemble à rien de plus qu'un morceau de bois recouvert de glace. Mais à l'intérieur, une famille se blottit au chaud. Le pavillon, hermétiquement clos, est leur forteresse contre la tempête. Aucun prédateur ne peut s'y frayer un chemin. Aucun blizzard ne peut en percer les murs. Ici, la meilleure arme du castor est la préparation. Durant les mois luxuriants de l'été et de l'automne, tandis que d'autres se régalent sans penser au lendemain, le castor travaille dur. Il coupe saules, tremble et peupliers, traînant les branches dans l'eau avec une détermination inlassable. Chaque branche est stockée dans une cache sous-marine soigneusement construite, ancrée sous l'étang, là où la glace ne peut l'atteindre. Ce garde-manger garantit que, lorsque Yellowstone est enfermé dans le silence, lorsque la neige s'accumule à 3 mètres de haut et que les rivières se transforment en glace, la nourriture est à portée de main. Au cœur de l'hiver, la famille se retire dans sa hutte.
Nul besoin d'errer sur l'étendue gelée, aucun risque d'être exposé aux loups ou aux cougars. Il se faufile plutôt dans des tunnels sous-marins, des passages secrets creusés dans l'étang lui-même. De l'eau, ils émergent sous la cache, ramenant de tendres brindilles dans leur forteresse. Chaque bouchée est une victoire de la prévoyance sur le gel, mais la vie n'est pas sans difficulté. Parfois, les réserves s'épuisent, ou la glace se forme trop épaisse, coupant l'accès aux réserves de nourriture. La faim ronge, et les castors doivent ronger en retour, rongeant les murs de leur hutte ou les restes restants. Dans ces moments-là, leur planification est mise à rude épreuve. Les familles qui ont travaillé sans relâche en automne prospèrent. Celles qui n'ont pas travaillé peuvent sombrer dans le silence. Pourtant, leur rythme est empreint de résilience. La loge est plus qu'un abri. C'est une pépinière d'endurance. Les petits nés au printemps précédent se blottissent contre leurs parents, réchauffés par la chaleur corporelle partagée qui maintient la chambre intérieure au-dessus du point de congélation, même lorsque la température extérieure chute à moins 40 degrés Celsius. Chaque bâton qui maintient la structure est une leçon inscrite dans l'instinct. Se préparer, construire, endurer. Tandis que les loups courent en meute, que les bisons labourent la neige avec une force brute, que les renards plongent acrobatiquement sur une proie fugace, la force du castor réside dans la patience et la persévérance. Pour lui, l'hiver ne se conquiert pas par la force. Il se surmonte grâce au travail déjà accompli, au travail déjà investi, à la récompense tranquille de mois passés à se préparer. L'hiver a ses géants, bisons, wapitis et loups, mais il a aussi ses assassins miniatures. Parmi les forêts enneigées et les terriers cachés, la belette apparaît comme l'un des prédateurs les plus improbables et pourtant redoutables des rocheuses. Assez petite pour se faufiler à travers une poignée de neige, assez rapide pour disparaître en un clin d'œil et assez féroce pour abattre des proies plusieurs fois plus grosses qu'elle, voici l'hermine, la forme hivernale de la belette. Au fil des saisons, la belette subit une transformation aussi magique que pratique. Autrefois vêtue d'un manteau d'été brun, elle revêt désormais une fourrure d'un blanc immaculé, se fondant harmonieusement dans l'immensité enneigée. Seul le bout noir de sa queue trahit sa présence, un scintillement sur le blanc de l'hiver. Ce camouflage n'est pas une question de vanité, c'est une question de survie. Dans un pays où faucons, hiboux et renards sont tous avides de tout ce qui bouge, l'invisibilité est la meilleure arme de la belette. Mais l'invisibilité n'est qu'une partie de l'histoire. La belette ne se contente pas de fouiller ou de picorer les restes, c'est une chasseuse, jusqu'au bout des ongles. Son corps long et serpentin est parfaitement conçu pour se faufiler et se glisser dans les terriers des campagnols, des souris et des lapins. Avec une précision étonnante, elle suit l'odeur et la chaleur de sa proie sous la neige. Soudain, un cri strident. Puis le silence. La chasse est terminée avant même d'avoir commencé. Et ne vous y trompez pas, malgré sa petite taille, la belette est une guerrière. Féroce, intrépide et inventive, elle tue souvent plus qu'elle ne peut manger, cachant des proies supplémentaires dans des tunnels secrets pour les périodes plus difficiles. Pour un œil non averti, cela peut paraître cruel, mais c'est une assurance calculée dans un pays où la famine n'est jamais loin d'une tempête de neige. Le pelage blanc de l'hermine raconte aussi une autre histoire, celle d'une vigilance constante. Lorsqu'elle fonce sur la neige, même un instant de trop, un aigle royal peut s'abattre du ciel ou un renard bondir hors de sa cachette. Pour survivre, la belette doit trouver le juste équilibre entre furtivité et rapidité, patience et précision. Chaque mouvement est un pari risqué. Malgré ses épreuves quotidiennes, la belette s'épanouit. Elle prouve que la survie en hiver n'est pas une question de taille ou de force brute, mais d'adaptabilité. Là où le bison déneige avec force et où les loups s'unissent, la belette survit en étant tout à la fois chasseuse et proie, invisible et explosive, fragile et féroce. Sous l'étendue scintillante de neige se cache un royaume secret, une civilisation bouillonnante que peu de gens voient.
c'est la zone subnivaine, l'étroit espace entre la terre gelée et le manteau neigeux isolant. Tandis que le monde de la surface lutte contre les vents gelés et la pénurie alimentaire, ici les rongeurs prospèrent. Campagnols, souris et musaraignes tissent un labyrinthe de tunnels, à l'abri du froid et de nombreux prédateurs. Pour eux, l'hiver n'est pas une saison stérile, mais un âge d'industrie cachée. De minuscules griffes grattent les racines et le sol gelé, creusant des cavités pour stocker la nourriture, nicher et s'échapper. Les graines récoltées en automne constituent désormais leur trésor, rongées lentement pour survivre pendant des mois de gel. Les racines des arbustes et des herbes deviennent des artères vitales, leur tissu mou étant mâché méthodiquement, laissant de légères cicatrices sur les plantes qui ne seront visibles qu'au printemps. Le royaume des rongeurs est plus qu'une astuce de survie, c'est le cœur même de l'écosystème. Là-haut, renards, belettes et hiboux dépendent de ces travailleurs cachés pour leur subsistance. Chaque campagnol capturé alimente la survie d'un prédateur. Sans cette abondante réserve de corps chauds et trébuchants, les plus grands chasseurs des Rocheuses mourraient de faim. Les rongeurs sont le fondement de la chaîne alimentaire hivernale, les fournisseurs silencieux de l'économie de la nature. Mais même sous la neige, le danger s'infiltre. L'hermine furtive serpente de son corps élancé à travers les galeries de rongeurs, blanche comme la neige, ne laissant aucune échappatoire aux malchanceux. Les renards, dotés d'une ouïe exceptionnelle, peuvent repérer les souris qui se faufilent sous la neige et s'y enfoncer en plongeant acrobatiquement. Même les grands-ducs perçoivent le plus faible bruissement sous la neige, perçant la croûte de leurs serres comme des lames. Pourtant, les rongeurs survivent. Leur nombre, leur capacité à se reproduire rapidement et leur activité incessante maintiennent leur royaume en vie contre vents et marées. Hiver. Après hiver, ce royaume caché nourrit non seulement ses habitants, mais aussi les grands prédateurs qui les surplombent. En observant les congères silencieuses, on oublie facilement les vies secrètes qui palpitent en contrebas. Un empire souterrain, invisible, mais vital, prouvant que la survie n'est pas toujours une question de force ou de rapidité, mais de persévérance et de résilience silencieuse. Alors que les blizzards balayent Yellowstone, certains de ces géants les plus emblématiques ont disparu. Les grizzlies et les ours noirs, rois musclés des mois les plus chauds, ont disparu. Tandis que les loups traquent les wapitis et que les cougars se tiennent en embuscade dans la neige, les ours sont plongés dans leurs tanières hivernales, silencieux, immobiles et apparemment oubliés. Mais cette absence n'est pas une défaite. C'est une stratégie, peut-être la plus brillante de toutes les tactiques de survie dans un pays où l'énergie est primordiale. Un grizzly ou un ours noir, malgré sa taille et sa force, ne peut résister au froid et à la rareté d'un hiver à Yellowstone. Alors, il se replie sur lui-même. Il ralentit son rythme cardiaque, baisse sa température corporelle et se nourrit des réserves de graisse soigneusement accumulées pendant les journées gourmandes de l'automne. À l'intérieur de ces grottes de terre et de ces troncs d'arbres creusés, les géants de Yellowstone gisent recroquevillés, suspendus, entre la vie et le sommeil. Les mois s'écoulent dans un silence quasi total. Ils ne mangent pas, ils ne boivent pas, et pourtant, miraculeusement, ils ne dépérissent pas. Puis, au cœur de l'hiver, quelque chose bouge. En janvier ou février, alors que le monde extérieur est gelé, une nouvelle vie s'installe tranquillement. Une ours, au fond de sa tanière, donne naissance à des oursons à peine plus grands qu'une canette de soda. Aveugles, glabres, totalement dépendants, ces minuscules créatures rampent vers la chaleur de leur mère, se blottissant dans sa fourrure, nourrie uniquement par son lait. C'est l'un des plus grands contrastes de Yellowstone. Tandis que le reste du parc tremble sous la neige et que la lutte pour la nourriture devient de plus en plus acharnée, ici, dans l'obscurité, le renouveau s'amorce. Les chasseurs les plus redoutables du parc deviennent des mères nourricières, gardiennes de vie fragiles qui ne verront pas le soleil avant le dégel printanier. De l'extérieur, le monde des ours est absent. Leurs traces disparaissent avec les premières neiges. Aucun prédateur n'ose creuser dans leur tanière. Pour les wapitis, les loups et les renards, c'est comme si les ours avaient cessé d'exister. Mais sous terre, le cycle continue. C'est là l'étrange génie de l'hibernation.
Tandis que les bisons résistent stoïquement aux tempêtes, que les coyotes raclent les champs pour trouver des campagnols cachés et que les cougars repèrent les pistes des cerfs dans la neige, les ours combattent l'hiver à leur manière en ne combattant pas du tout. Ils choisissent de se retirer, abandonnant le monde de la surface au chaos de la glace et de la faim. Et pourtant, lorsque le printemps revient, ce sont eux qui se lèvent, renouvelés, revenant dans les vallées de Yellowstone, plus maigres, mais vivants, avec des oursons trébuchant derrière eux, la prochaine génération prête à revendiquer les forêts, les rivières et les prairies. La neige est le grand paradoxe de l'hiver de Yellowstone. À la fois destructrice et salvatrice, adversaire impitoyable et protectrice bienveillante. Elle tombe sans fin, recouvrant la terre de silence, effaçant les sentiers et transformant le paysage en un lieu à la fois magnifique et mortel. Pour ceux qui marchent, traquent ou courent à sa surface, la neige est une épreuve constante, modifiant les règles de survie d'une tempête à l'autre. Pour les grands chasseurs, les loups, c'est à la fois un allié et un obstacle. Un blizzard intense peut affaiblir les wapitis, leurs pattes s'enfonçant dans la poudreuse tandis que les prédateurs glissent plus facilement sur la croûte durcie. Mais lorsque la neige s'accumule et que même les loups doivent se traîner dans des congères jusqu'à la taille, les chasseurs sont ralentis, leur force sapée, leur poursuite transformée en une corvée éprouvante. Dans ce royaume gelé, c'est le sol lui-même qui décide qui vit et qui meurt de faim. Pour les wapitis et les bisons, la neige est un rideau de difficultés. Sous sa surface scintillante se cache la nourriture dont ils ont désespérément besoin. Herbes, carex, racines. Mais plus les congères sont profondes, plus il est difficile d'y accéder. Les bisons baissent leurs têtes massives comme des chasse-neige vivants, balayant la poudreuse à chaque coup de leur crâne cornu. Chaque parcelle de terre dégagée est une victoire. Pourtant, lorsque la glace durcit et se transforme en une croûte impénétrable, même la plus grande résistance conserve le festin sous un bouclier de glace. Mais pour les plus petites créatures, la neige est un sanctuaire. Juste sous sa surface se trouve la zone subnivea, un labyrinthe caché de poches d'air et de tunnels où campagnols, souris et musaraignes prospèrent. Ici, les températures restent bien plus chaudes que les vents violents qui soufflent au-dessus et les prédateurs ont plus de mal à les atteindre. Une couverture blanche et étouffante pour certains devient un plafond protecteur pour d'autres, assurant la vie aux créatures mêmes dont dépendent les hiboux, les renards et les belettes. La neige sculpte aussi la forêt de manière subtile et profonde. Elle plie les arbres sous son poids, enferme les rivières dans la glace et creuse des corniches qui peuvent s'effondrer avec une force fulgurante. Elle étouffe les sons, offrant aux chasseurs le silence qu'ils recherchent, tout en rendant les déplacements périlleux pour les imprudents. Elle scintille d'une beauté trompeuse, un voile scintillant qui cache le danger. Lorsque les blizzards s'abattent, la neige se transforme en une véritable furie. Les vents balayent les plaines, réduisant la visibilité à néant. Les animaux se terrent, attendant, sachant que se déplacer dans de telles tempêtes, c'est courir à la mort. Certains meurent de faim sur place, d'autres gèlent. Et pourtant, lorsque la tempête passe enfin, la vie reprend, transformée mais durable. La neige est le grand égalisateur de Yellowstone. Elle humilie prédateurs et proies, faisant pencher la balance à chaque flocon qui tombe. Le vent hurle sur Yellowstone, une voix aussi vieille que le monde. Il mord la fourrure, les plumes et même l'épaisse écorce des arbres. Le froid n'est pas seulement une température, c'est une force, un ennemi, un rappel constant qu'en ce pays, la survie est une question de degrés. Une seule goutte d'eau de trop, et la vie vacille. Pour les bisons, leur pelage hirsute est une véritable armure. Le givre s'accumule sur leur dos, formant une croûte de glace, mais sous cette épaisse fourrure se cache une chaleur préservée par une résilience absolue. Ils se frayent un chemin à travers les congères, mais c'est le froid qui met leur corps à rude épreuve, obligeant chaque calorie à compter, chaque gramme de graisse à brûler. Les loups, minces et puissants, sont taillés pour l'hiver. Leur pelage double de densité, leurs pattes écartées pour traverser la neige, et leur souffle fume dans l'air glacial. Pourtant, même pour eux, le froid est implacable.
l'hypothermie guette la nuit, surtout pour les petits et les plus faibles. Une chasse manquée signifie des frissons, la faim se faisant plus forte à chaque baisse du thermomètre. Pour les plus petites créatures, les belettes, les campagnols, les renards, l'hiver ne se résume pas à la neige, mais aussi à la température qu'elle apporte. Sous le manteau neigeux se cache un monde fragile, légèrement réchauffé par l'isolation. Un campagnol dans son tunnel peut trouver du réconfort à des températures 10 ou 20 degrés supérieures à la surface. Mais lorsque le froid s'intensifie, même ce refuge peut geler, brisant ainsi le fragile équilibre de survie. Les rivières se transforment en une armure de cristal. L'eau, essence de la vie, est emprisonnée sous la glace. Les loutres plongent dans les courants glacés, leur épais pelage les protégeant du froid, mais elles en ressortent malgré tout, le givre accroché à leurs moustaches. Les poissons se déplacent lentement, économisant leur énergie tandis que le froid s'infiltre dans chaque veine, chaque écaille. Pour les oiseaux, le froid est à la fois ennemi et compagnon. Les corbeaux gonflent leurs plumes pour conserver la chaleur, les ailes repliées contre le vent glacial. Les aigles se perchent, serres gelés sur les branches glacées, attendant que les plus faibles succombent. Ils ne gaspillent pas leur énergie, ils endurent, laissant le froid s'emparer de lui, puis en prenant leur part. Et puis il y a les arbres. Témoins silencieux d'hiver sans fin, ils endurent le gel avec une sève épaissie, des branches cassantes, des racines enracinées dans un sol dur. Le froid façonne même la forêt, sculptant le paysage jusqu'à l'immobilité, exigeant patience jusqu'au retour du printemps. Le froid ne rugit pas comme un loup ni ne charge comme un bison. Il attend, il s'infiltre, il s'insinue dans la moelle, dans les veines, dans le plus petit interstice de la fourrure ou des plumes. L'hypothermie est un tueur silencieux. Pas de bruit, pas de lutte, juste un battement de cœur qui ralentit jusqu'à ce que la vie s'éteigne. La vie ne se mesure pas en jours ou en semaines, mais en degrés. 10 degrés en dessous de zéro signifie endurance. 20 degrés en dessous de zéro signifie risque. 40 degrés en dessous de zéro signifie que la survie ne tient qu'à un fil. Dans un pays où l'hiver impose le silence à presque tout, Yellowstone recèle un trésor secret, ses geysers et ses sources chaudes. Ses chaudrons fumants, ses bassins bouillonnants et ses fontaines rugissantes sont bien plus que de simples merveilles géologiques. Au cœur des mois les plus froids, ils deviennent de rares sanctuaires de chaleur et de vie. Tandis que la neige s'accumule et que les rivières gèlent, la terre respire la chaleur, offrant un réconfort aux plantes et aux animaux. Pour les bisons, ces geysers sont une bouée de sauvetage. Épais et recouverts de neige, ils se rassemblent près des sources de vapeur, immobiles, la brume des geysers les enveloppant comme une couverture protectrice. Le sol autour des sources thermales est souvent plus chaud et la neige moins épaisse, ce qui permet aux bisons de fouiller plus facilement et de découvrir l'herbe en dessous. Ce n'est pas un hasard si nombre des plus anciens sentiers de bisons de Yellowstone serpentent directement à proximité des sources thermales. Depuis des millénaires, leur instinct se souvient des endroits où la terre leur tend la main. Mais les geysers ne se contentent pas d'apaiser la faim des grandes bêtes. Ils créent aussi des mondes miniatures où la vie végétale s'accroche à sa survie. Le sol réchauffé par les sources chaudes reste souvent ouvert, permettant aux herbes, aux mousses et même aux arbustes robustes de persister pendant des mois qui devraient être synonymes de dormance totale. Ces taches vertes brillent comme des émeraudes dans un désert blanc et, à leur tour, attirent brouteurs, oiseaux et même charognards, conscients que là où la vie se concentre, la nourriture suit. D'autres animaux recherchent également ces oasis. On aperçoit fréquemment des coyotes sillonnant la brume, leurs yeux perçants scrutant les petits mammifères qui s'aventurent au-dessus des bancs de neige près des sols chauds. Même de minuscules mésanges et des moineaux voltigent près des zones thermiques, se nourrissant des graines des plantes qui survivent ici contre toute attente. Pour eux, les geysers sont plus que de simples curiosités. Ce sont des bouées de sauvetage, de petits élans de survie ancrés dans l'hiver. Bien sûr, les caractéristiques thermiques de Yellowstone comportent des risques. La chaleur qui les maintient peut également brûler, et la croûte près des mares est fragile, fine et traîtresse. Les animaux savent instinctivement qu'il faut marcher prudemment, mais il arrive que la faim,
le désespoir ou un faux pas transforment un havre de paix en piège. L'équilibre de Yellowstone, même dans ses richesses, reste menacé. Pourtant, les geysers demeurent l'un des paradoxes de l'hiver. À cette saison où presque tout est paralysé par le gel, ces cheminées fumantes rappellent à tous que le sang de Yellowstone coule sous la surface. Les mêmes forces qui ont sculpté les montagnes et creusé les vallées vibrent encore ici, préservant de minuscules zones de nature sauvage. Ainsi, dans le calme de janvier, lorsque le vent hurle et que la terre semble aride, les geysers sifflent, bouillonnent et rugissent. Les bisons se blottissent, les coyotes rôdent à leurs abords et les plantes robustes s'accrochent à la chaleur du souffle de la terre. Lorsque les vents s'abattent sur les plaines de Yellowstone et que la neige s'abat en nappes aveuglantes, il existe un lieu où la vie trouve encore refuge. La forêt. Ici, les imposantes sentinelles de pins et de sapins se dressent côte à côte, leurs aiguilles persistantes défiant le rideau blanc de l'hiver. Les arbres plient et craquent sous le poids de la neige, leurs branches s'affaissent sous un poids cristallin, mais ils ne se brisent pas. Ils résistent, et par leur endurance, ils offrent un refuge. Pour les cerfs mulets et les wapitis qui errent dans les vallées dégagées, la forêt est une forteresse. Entre les troncs épais, la neige est moins épaisse, moins hostile, protégée des vents implacables. Là, ils peuvent fouiller les herbes cassantes ou se reposer dans les creux dénudés par les branches des arbres. Les hiboux planent silencieusement entre les canopées, utilisant la forêt à la fois comme terrain de chasse et comme abri. De leur perchoir, ils scrutent le sol enneigé à la recherche du moindre bruissement sous la surface, d'un campagnol creusant un tunnel, d'une souris s'y faufilant pour grignoter l'écorce. En un instant, leur cerf frappe et la forêt offre un festin. Pour les petits mammifères, les arbres sont une bouée de sauvetage. Les martres des pins se faufilent dans les sous-bois, maîtres de la furtivité, s'épanouissant dans ce labyrinthe de racines et de troncs. Les écureuils roux, ces infatigables collectionneurs, filent à travers les branches, leurs réserves de pommes de pin enfouies dans les crevasses bien avant la neige. Même lors des tempêtes les plus froides, ils jacassent avec défi, comme pour se moquer de la tentative de l'hiver de les réduire au silence. La forêt n'est pas silencieuse, même si elle le semble souvent. La neige atténue le bruit, étouffe les pas, atténue le fracas des avalanches lointaines. Pourtant, la vie continue, silencieuse mais intacte. Un porc-épic grimpe sur un tronc, rongeant l'écorce sous le manteau neigeux isolant. Des lièvres d'Amérique, parfaitement camouflés dans leur pelage blanc d'hiver, restent immobiles sous les branches basses, se fiant davantage à l'immobilité qu'à la vitesse pour se protéger des prédateurs au regard perçant. Mais la forêt n'est pas seulement un refuge, elle peut aussi devenir un piège. Les fortes chutes de neige, qui s'accumulent au gré des tempêtes, font parfois s'effondrer les branches sur les imprudents. Ces mêmes arbres qui offrent un abri peuvent attirer les prédateurs plus près de leur proie. Les loups se glissent à l'orée de la forêt, se déplaçant comme des ombres, leurs pattes amorties par la neige. C'est là que les wapitis sont les plus vulnérables. Les espaces étroits rendent la fuite plus difficile, tandis que la couverture dense donne l'avantage aux prédateurs. Pourtant, l'équilibre est maintenu. Pour chaque vie perdue, une autre trouve la sécurité. Pour chaque avantage d'un prédateur, une autre proie trouve un abri. La forêt, qui plie sans jamais céder, est le grand égalisateur de Yellowstone. Alors que la tempête fait rage dehors, assourdissant les plaines dégagées, la forêt tient bon. La neige s'accumule, les branches s'affaissent, mais la canopée veille toujours. L'hiver transforme les rivières et les lacs de Yellowstone en artères gelées, des veines de glace qui à la fois étouffent et entretiennent la vie. À première vue, elles semblent sans vie, enfermées sous des coquilles cristallines blanches et bleues. Mais sous ce couvercle gelé, un monde persiste, refusant obstinément de céder. La truite fardée, emblématique des eaux de Yellowstone, poursuit sa paisible existence sous la glace. L'oxygène se raréfie dans les étangs étanches, mais les rivières en mouvement fournissent juste assez de débit pour la maintenir en vie. Ici, dans l'obscurité du monde sous l'emprise de l'hiver,
Ces poissons incarnent la patience, attendant leur heure jusqu'à ce que le printemps détache la glace et ramène l'abondance. Pour les prédateurs, comme les loutres de rivière et les pigargues à tête blanche, ces truites restent une bouée de sauvetage, un festin caché dans le froid. Les loutres, grâce à leur résilience joueuse, s'épanouissent en cette saison difficile. Elles se glissent aisément sous la glace, se faufilant dans des ouvertures à moitié cachées où le courant coule encore librement. Pour la loutre, l'hiver n'est pas une épreuve, mais un terrain propice aux acrobaties et à l'abondance. Là où les humains pourraient voir un désert gelé, la loutre voit un terrain de jeu et un garde-manger rempli de poissons. Leur joie, contrastant avec la sévérité silencieuse des rivières, insuffle vie et rire aux veines glacées de Yellowstone. Il y a aussi les castors, dont la survie dépend entièrement de ce que leur fournissent les rivières. Durant les mois les plus chauds, leur travail acharné façonne les eaux, bâtit des huttes solides, détourne les eaux par des barrages et empile soigneusement des branches sous la surface. Aujourd'hui, au cœur de l'hiver, cette prévoyance porte ses fruits. Leurs garde-manger sous-marins leur fournissent écorces et brindilles à ronger pendant les longues nuits, tandis que la glace au-dessus de leurs huttes les isole des prédateurs et des pires froids. Pour eux, les rivières gelées ne sont pas une menace, mais une forteresse, preuve que la préparation est synonyme de survie. Autour de ces veines gelées, la faune se rassemble. Wapitis, cerfs et bisons s'attardent sur les bords, cherchant l'eau là où les courants laissent des zones ouvertes. Les aigles guettent, les ailes repliées contre le froid, leurs yeux perçants scrutant la moindre truite rendue vulnérable par la glace. Même les loups rôdent sur les rivages gelés, leurs mouvements réfléchis, conscients que la faim les pousse à se ruer sur toutes les sources de nourriture possibles. Mais l'hiver est impitoyable. Les rivières, habituellement libres, s'alourdissent sous les glaces, tandis que les lacs disparaissent sous d'épaisses nappes qui semblent anéantir leur existence même. Dans ce silence, se cachent à la fois danger et protection, un paradoxe. Les poissons, à l'abri de certains prédateurs, doivent aussi affronter le risque de suffocation. Les loutres prospèrent parce que d'autres ne peuvent atteindre les eaux qu'elles dominent. Les castors perdurent parce que leur travail passé assure leur survie présente. En hiver, les rivières et les lacs de Yellowstone ne sont pas silencieux. Ce sont des cœurs qui battent, lentement mais sûrement. Sous le gel, sous le blanc étouffant, la vie continue de battre. À Yellowstone, la lumière du jour est déjà une épreuve d'endurance. Mais lorsque le soleil disparaît derrière les crêtes enneigées, la véritable maîtresse de l'hiver s'éveille. La nuit. L'obscurité s'étend comme une tache d'encre sur le paysage, engloutissant vallées, forêts et rivières, jusqu'à ce que le monde semble réduit à l'ombre et au silence. La température chute, les vents s'intensifient et la survie devient encore plus incertaine. Pour les créatures qui peuplent Yellowstone, la nuit est à la fois une opportunité et un danger. Pour les proies, c'est un moment de vulnérabilité accrue. Pour les prédateurs, c'est un rideau derrière lequel ils prospèrent. Au-dessus des champs de neige, une silhouette fantomatique dérive silencieusement. Le grand-duc d'Amérique, aile déployée, devient un fantôme de la nuit. Contrairement aux battements maladroits des chasseurs diurnes, les hiboux se déplacent sans murmurer, leurs plumes étant conçues pour étouffer les sons. Ils se perchent avec une patience inébranlable, l'oreille à l'écoute du léger frémissement des campagnols sous la neige. Puis, avec des serres tels des poignards recourbés, ils frappent, souvent avant même que la proie ne réalise son destin. Pour les petits mammifères de Yellowstone, la tombée de la nuit n'est pas seulement sombre, c'est une condamnation à mort portée par des ailes silencieuses. Mais le hibou n'est pas seul à régner. À travers les vallées, les loups s'agitent au clair de lune. Leurs chasses, déjà exténuantes en plein jour, deviennent plus imprévisibles dans l'obscurité. La neige crisse sous leurs pattes coussinées, tandis qu'ils slaloment entre les arbres et les ruisseaux gelés. Leurs hurlements fendent la nuit, des cris étranges qui se propagent sur des kilomètres, brisant le silence tel un cœur obsédant. Pour les wapitis, les bisons et les cerfs, ces hurlements sont plus que des sons. Ce sont des signaux de poursuite, des rappels que la survie se mérite, même dans les heures les plus impitoyables. Pourtant, la nuit n'est pas que menace. Pour certains,
Elle offre une protection. Les lièvres d'Amérique vêtus de blanc deviennent presque invisibles sur la neige. Leurs larges pattes coussinées leur permettent de se déplacer rapidement à travers les congères, échappant ainsi aux prédateurs sous le couvert de l'obscurité. Cette même nuit qui permet aux hiboux de chasser offre également à leur proie une chance de se défendre grâce à leur discrétion et leur camouflage. Le paysage lui-même semble se transformer. Les rivières deviennent noires et immobiles, leur surface gelée reflétant la pâle lueur des étoiles. Les arbres craquent et gémissent sous le poids de la neige, tandis que des geysers lointains sifflent dans l'obscurité, des nuages de vapeur s'élevant tels des gardiens spectraux. La nuit appartient aux ombres, et dans ces ombres, la vie s'accroche farouchement à l'existence. Pour ceux qui osent s'aventurer dans les nuits hivernales de Yellowstone, l'expérience est surnaturelle. Le silence est absolu, rompu seulement par le craquement de la glace ou le cri lointain d'un prédateur. L'air est si froid qu'il brûle à chaque respiration et chaque mouvement semble amplifié par l'obscurité. C'est ici, dans ce royaume de givre et de clair de lune, que l'on prend conscience de la véritable puissance des hivers de Yellowstone, non pas dans les tempêtes ou les blizzards, mais dans l'infinie patience de la nuit. À Yellowstone, l'hiver ne récompense pas seulement la force, il récompense la stratégie. Chaque créature qui endure les mois de gel doit répondre à la même question ancestrale. Comment survivre? Pour certains, la réponse réside dans la migration. Les wapitis et les antilopes d'Amérique parcourent de vastes distances, abandonnant les pentes les plus élevées pour des vallées plus basses où la neige est plus fine et où le fourrage est encore présent. Leur périple est une question d'endurance, empruntant d'anciens couloirs de migration gravés dans la mémoire au fil des siècles. C'est un pari risqué, quitter le familier pour poursuivre la survie en terrain périlleux. Mais sans elle, la famine est inévitable. D'autres se préparent à l'avance, pratiquant l'art du stockage des graisses. Les grizzlies se gavent de baies, de poissons et de charognes tout au long de l'été et de l'automne, constituant des réserves pour survivre pendant les mois d'hibernation. Leur corps devient un véritable réservoir d'énergie, chaque gramme de graisse constituant un ticket pour le printemps. Même les plus petits, les écureuils terrestres et les marmottes, se gavent pendant les mois les plus chauds, se réfugiant sous terre pour laisser l'hiver faire rage au-dessus, tandis qu'ils se reposent en pleine nature. Leur stratégie est le silence, l'immobilité et la patience. Il y a aussi les maîtres du camouflage. L'hermine, autrefois brune en été, se transforme en un spectre blanc et fantomatique sur la neige. Seul le bout noir de sa queue trahit sa présence, une distraction astucieuse destinée à dérouter les prédateurs. Les lièvres d'Amérique font de même, troquant leur pelage roux contre le blanc hivernal, se fondant harmonieusement dans les congères et les ombres. Le camouflage n'est pas un simple déguisement, c'est un langage de survie où l'invisibilité est synonyme de sécurité. Pourtant, la survie n'est pas toujours un acte solitaire. Pour certains, la clé réside dans le travail d'équipe. Les loups incarnent cette vérité de la manière la plus frappante. Seul, un loup ne peut abattre un wapiti ou un bison. Mais ensemble, en meute coordonnée, ils deviennent d'implacables stratèges. Ils communiquent par des hurlements et des signaux corporels subtils, travaillant comme un seul organisme pour survivre et déjouer leur proie. Même au cœur de l'hiver, leur cohésion leur permet de rester les prédateurs de premier plan du Yellowstone. Les petits animaux aussi dépendent de la coopération. Les castors, en construisant des huttes et en stockant des branches sous l'eau, assurent la survie de leur famille lorsque les rivières gèlent. Leurs barrages remodèlent des écosystèmes entiers, offrant un abri non seulement à eux-mêmes, mais aussi aux poissons, aux amphibiens et à d'innombrables autres espèces. Leur persévérance est le fondement de la survie de beaucoup. Dans l'hiver de Yellowstone, la mort n'est pas une fin, c'est un commencement. Un wapiti tombé sous la neige devient un festin pour les corbeaux, leurs ailes noires contrastant avec le blanc. Bientôt, les coyotes arrivent, jappant en déchirant la chair gelée. Les loups peuvent les chasser et plus tard, des charognards encore plus petits dévorent les restes. Rien ne se perd. Sur cette terre gelée, une vie en nourrit plusieurs autres. Même les os, laissés à blanchir sous le soleil pâle, enrichissent le sol au retour du printemps. La mort est une monnaie de survie, échangée entre espèces et saisons. Et puis, presque imperceptiblement, l'hiver commence à s'atténuer. Les jours rallongent. Le soleil s'attarde plus longtemps sur les crêtes,
apportant de la chaleur dans les vallées. Le manteau neigeux se rétrécit, révélant des herbes brunes en dessous. L'hiver n'a pas été vaincu, il a seulement duré. Alors que l'hiver commence à desserrer son emprise glaciale, l'histoire du royaume glacé de Yellowstone se boucle. Ce qui avait commencé comme une saison de silence et d'ombre se transforme en un récit de résilience, de survie et du cycle intemporel de la vie. Les grands prédateurs ont enduré la faim et les épreuves. Certaines chasses se sont soldées par un triomphe, d'autres par un échec. Les troupeaux d'élans et de bisons, décharnés mais vivants, portent désormais en eux la promesse d'une nouvelle génération. Même les plus petites créatures, les campagnols sous la neige, les hiboux dans leurs abris forestiers et les poissons enfermés sous la glace ont trouvé le moyen de survivre. Chaque lutte a un sens, chaque sacrifice nourrit la vie. Les charognards se régalent des victimes de l'hiver, veillant à ce que rien ne soit gaspillé, que même la mort ait un sens dans ce cycle. Et tandis que le soleil revient, peignant les montagnes d'une lumière dorée, Yellowstone reprend son souffle. Les bourgeons émergent de la terre dégelée, les rivières gonflent à la fonte des neiges et les voix de la vie résonnent à nouveau dans les vallées. Mais l'histoire de Yellowstone ne se résume pas à la résilience de la nature, elle témoigne aussi de l'influence humaine. Le tourisme attire chaque année des millions de personnes, impatientes d'apercevoir des bisons, des loups et des geysers. Leur présence alimente le financement de la conservation, l'éducation et une meilleure compréhension de la nature sauvage. Pourtant, chaque empreinte et chaque véhicule exercent une pression. Les routes fragmentent les habitats, le bruit perturbe la chasse et la migration, et les déchets menacent les eaux cristallines. Au-delà des frontières du parc, le changement climatique étend ses effets sur l'écosystème. Les hivers raccourcissent, le manteau neigeux diminue et les espèces dépendantes du froid, comme la truite fardée et le lièvre d'Amérique, font face à un avenir incertain. Malgré tout, Yellowstone perdure grâce à des efforts de conservation inlassables. La réintroduction des loups a rétabli l'équilibre. Les zones protégées offrent un refuge et les recherches en cours laissent espérer que les humains apprendront à faire preuve de plus de douceur. Respecterons-nous cet équilibre fragile ou notre impact fera-t-il pencher la balance ? Yellowstone nous a montré que la survie est possible, mais seulement avec respect, responsabilité et humilité face à des forces plus anciennes et plus grandes que nous. Et vous, qu'en pensez-vous ? Dites-le nous dans les commentaires. Si ce voyage vous a captivé, ne manquez pas notre plongée dans les contrées sauvages de l'Antarctique.